Bonjour Renaud Roussel, Bonjour Lilou, merci d'accepter cette interview spécialement sur l'obésité infantile en France. Vous avez écrit un livre Surpoids et obésité tout à fait. et donc vous allez nous parler, donc quel est le degré, où en est-on en France au niveau de l'obésité infantile par rapport aux États-Unis? Eh bien, on en est à un stade inférieur à celui des États-Unis, mais qui est quand même grave et qui s'aggrave d'année en année, puisque nous sommes aujourd'hui à un peu plus d'un enfant sur cinq aujourd'hui qui est obèse. D'accord. Donc, Ouais. on sait également aujourd'hui au niveau de l'Europe que 400 000 enfants chaque année viennent rejoindre le rang des enfants obèses. Donc c'est quand même un chiffre grave, qui est à mon avis un peu sous-estimé d'ailleurs, donc d'autant plus grave. Et effectivement, il faut passer par là pour résoudre ce problème de surpoids et d'obésité en général. Nous devons d'abord résoudre ce problème de surpoids et d'obésité infantile. Il faut savoir que 80% des enfants obèses deviendront des adultes obèses. Lorsqu'on est obèse enfant, Hmm. on a énormément de mal à retrouver une minceur et la garder plus tard. Hmm. Donc c'est très important de détecter très tôt si un enfant est en surpoids Mhm. et éventuellement obèse. C'est pourtant assez simple puisque vous avez dans tous les carnets de santé aujourd'hui Des une courbe de courbes. poids. D'accord. Une courbe de poids que les parents doivent tenir avec les pédiatres. Donc, on peut se rendre très, très tôt compte si un enfant commence à dévier vers le surpoids et l'obésité. D'accord. Mhm. Mais alors, je pense que tout ça aussi dépend, avant toute chose, d'une éducation. D'accord. Il faut absolument que les parents comment dire, éduquent leurs enfants et érigent ce que j'appelle un cadre sécuritaire avec des règles à respecter et que les enfants doivent bien sûr tenir aux parents de surveiller et d'éduquer. Mais c'est pas toujours facile dans une société moderne comme aujourd'hui, pardon, où les enfants sont parfois à la maison avant les parents qui travaillent tous les deux et qui rentrent un peu plus tard. Les enfants sont parfois laissés un peu à eux-mêmes et rentrent à la maison, vident les réfrigérateurs, les placards et vont manger devant l'écran de télé. Hmm. Alors c'est quand même, il faut une organisation, il faut que les parents reprennent un peu les rênes de cette éducation qui a été, depuis une ou deux générations, un petit peu délaissée. On est aujourd'hui à une époque où ce qu'on appelle, où règne l'enfant roi. Vous savez, Hmm. c'est un peu l'enfant qui décide à la maison de ce qu'il veut manger, quand et comment. Donc c'est un peu lui qui décide tout. Pourquoi? Encore une fois, parce que les parents sont un peu moins présents qu'auparavant. Une étude a été faite aux États-Unis. On sait que les enfants restent, et en France aussi d'ailleurs, 25 à 26 heures par semaine devant la télévision, et qu'aux États-Unis, comparativement, ils ne discutent avec les parents que 38 minutes. Hmm. Vous voyez la différence qui fait que, par exemple, aux États-Unis, où l'obésité infantile est énorme, c'est l'éducation qui a pris le relais de l'éducation des enfants. C'est-à-dire que les enfants sont éduqués par la télévision et les publicitaires ont bien compris le système Ouais. et s'éduquent à coup de publicité. Donc, incitent à des publicités qui incitent à manger deux fois plus que la normale. Ouais. D'accord. On sait aujourd'hui qu'un enfant est soumis à 200 000 spots télévisés annuels. D'accord. Et 95% de ces spots, ce sont des spots pour l'alimentation. Mhm. Mais il Donc, y a véritablement, au-delà, excusez-moi, de ça, il y a quand même un mal-être plus profond. un mal-être de... Bah, un mal-être des enfants ou un problème qui est quand même plus profond que ça, pour aller jusqu'à avoir des enfants vraiment en surpoids et dans l'obésité. C'est justement parce que les enfants ne sont plus suffisamment cadrés à la maison, ne reçoivent plus cette éducation alimentaire. Moi, je ne démords pas de ça, c'est qu'il faut une culture alimentaire et des repères alimentaires très forts pour que l'exception existe, bien sûr, mais que l'exception reste l'exception et que la règle reste la règle. Ouais. D'accord. Le problème aujourd'hui, c'est que on va dire que l'exception est devenue la règle, c'est-à-dire qu'on mange un peu tout et n'importe comment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un enfant va manger un paquet de biscuits une heure avant son repas. Il va pouvoir, avec un petit peu d'argent de poche, aller s'acheter un hamburger à 3 heures de l'après-midi, alors qu'il a mangé à peine 2 heures auparavant. Donc, c'est ça qui est difficile à gérer, mais encore une fois, ça passe par une éducation
alimentaire, et puis aussi, on peut aussi essayer, moi c'est ce que je propose dans mon livre, que l'éducation scolaire prenne un peu le relais d'une éducation parentale qui est un petit peu, excusez-moi, parfois un peu insuffisante, mais c'est pas une accusation, hein, c'est une constatation, c'est que les parents n'ont plus forcément le temps s'ils doivent tous les deux travailler pour pourvoir, pour subvenir aux besoins de la famille. Donc pourquoi l'éducation ne se ferait-elle pas à l'école? Et dans ce cas-là, il faut revenir à une éducation alimentaire à l'école. On le voit bien, il y a des tests qui ont été faits en France, par exemple, des enfants qui participent à des ateliers ludiques, parce que c'est une éducation qui doit être ludique et pas ennuyeuse, hein, où les enfants participent à des ateliers cuisine avec des interventions peut-être d'artisans qui viennent expliquer leur passion, le goût des choses, les aliments, où les enfants manipulent les fruits, les légumes, les cuisines. Eh bien, ça marche très bien. C'est-à-dire que les enfants retrouvent une culture alimentaire et même on voit que les enfants, une fois de retour à la maison, font l'éducation des parents. D'accord? Donc, ça peut marcher dans ce sens-là aussi. C'est encore une fois une éducation parentale et scolaire. La cantine notamment, il y a quand même, ça change en France, non? Il y a des cantines Ça qui change se sont mis au bio. Oui, mais c'est tellement peu quoi, à l'échelle de la France. C'est tellement ponctuel. Il y a quelques endroits comme ça où des gens intelligents se sont posé la question et se sont dit pourquoi ne pas faire des cantines dignes de ce nom avec des produits locaux, avec des maraîchers locaux qui amènent des fruits, des légumes bio et c'est pas forcément plus cher qu'une alimentation industrielle. Apparemment non, en fait, le coût de le faire, c'est ce qu'ils expliquaient dans ce reportage, le coût de faire ces produits et de les préparer, en fait, revenait au même. Voilà, donc on peut, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Pour être en bonne santé, qu'est-ce qu'on doit? On doit respirer et bien manger. Donc l'alimentation, c'est vraiment quelque chose de basique, mais formidablement important. C'est-à-dire que si on donne aux enfants une alimentation dénaturée, une alimentation industrielle, déjà, ils ne peuvent pas être en bonne santé, ils vont être soumis à des affections, des troubles de santé divers. Donc, quand même, ce sont nos enfants, il faut se battre pour ça et c'est pas tellement difficile en fait. Et aussi, les parents doivent absolument s'organiser pour reprendre les repas, vous savez, les repas familiaux, c'est-à-dire qu'on mange à table tous ensemble à un même moment, on prépare la cuisine éventuellement ensemble, mais on va acheter des légumes, on cuisine à la maison, et c'est comme ça qu'on fait cette transmission de culture alimentaire, c'est en mangeant ensemble à table, toute la famille, toutes les personnes de la famille, et on discute, et voilà, donc c'est pas comme aux États-Unis où on va claquer une pizza géante sur la table, chacun prend sa part, il y en a un qui va manger devant l'ordinateur, l'autre dans sa chambre et l'autre ailleurs encore. Donc ça c'est vraiment un manque dans l'éducation alimentaire. L'éducation alimentaire se passe à table. Ouais. Et vous parlez aussi du rôle du professeur d'éducation physique dans les écoles qui justement pourrait jouer un rôle un petit peu plus favorable par rapport à ces enfants qui sont en surpoids, qui se retrouvent souvent de côté, justement, qui participent pas, ils sont pas sélectionnés dans leur équipe. Un enfant qui est en surpoids et surtout s'il est obèse, il est forcément raillé par les camarades parce que les enfants sont assez terribles entre eux, ça on le sait bien, il n'y a pas de pitié, donc c'est souvent des enfants qui sont mis de côté. Donc je pense que les éducateurs sportifs doivent essayer de mettre en valeur ces enfants qui sont un peu délaissés par les autres et pas, donc pour les mettre en valeur, les faire participer et aussi leur démontrer qu'il n'y a pas que la performance qui compte. D'accord, c'est pas parce que on court moins vite que les autres qu'on est une personne moins importante que les autres. Donc c'est aux éducateurs sportifs d'essayer de mettre un peu en valeur, de faire participer tout le monde, que les plus forts encouragent les plus faibles, que quand le plus faible arrive, passe la ligne d'arrivée, bah, tout le monde l'applaudit, tout le monde l'encourage, plutôt que de dire oh le nul, il court pas vite. Donc il faut absolument que les éducateurs changent un peu aussi d'état d'esprit et ne fassent pas prévaloir uniquement la performance physique. Est-ce que ce serait peut-être aux parents d'aller voir le professeur justement d'éducation physique et leur dire s'il vous plaît soutenez mon enfant, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas quelque chose que le professeur d'éducation physique ferait spontanément. Souvent ils sont assez compétitifs justement et ils veulent les meilleurs. Ils sont très compétitifs, il n'y a que le chronomètre qui compte, et puis si on est bon, on est primé, encouragé, et si on n'est pas bon, on est hué. Et donc ça, c'est à l'éducation nationale de former
déjà, comme je disais tout à l'heure, les instituteurs dans les écoles à créer des ateliers cuisine et autres, et les éducateurs sportifs à encourager tout le monde. Je pense que c'est dans la formation de chacun que l'on peut agir, et ça c'est à l'éducation nationale d'orienter un petit peu ces formations dans ce sens-là. Si les parents doivent aller, ça marche pas ça en général, hein, quand les parents vont pleurer pour le fiston qui est un peu maltraité non, par pas les autres, ça forcément pas pleurer, forcément. mais en disant, Non, écoutez, c'est considéré comme ça. Il faut que ce soit d'entrée mis dans la formation des instructeurs. Et là, voilà, encourager les plus faibles et inciter les petits collègues, les petits camarades à encourager les plus faibles et pas à les mettre de côté. Donc ça fait partie d'un état d'esprit, ça fait partie encore une fois d'une éducation. Et c'est une société qui s'occupe des plus faibles. C'est voilà, c'est ce que doit être une société, non, et pas les mettre à l'écart. Donc apprenons les enfants très tôt à s'occuper des plus faibles et à mettre en valeur ceux qui manquent un peu de confiance en eux. Et à partir de là, un enfant qui est encouragé et sollicité va tout de suite adhérer et entrer dans une dynamique positive. Plutôt que de se mettre lui-même encore plus à l'écart, se sentant aimé et valorisé, il va tout de suite s'occuper de lui-même, un peu plus de lui, de rentrer dans une dynamique, je disais, positive, mais aussi au niveau alimentaire, il va faire un petit peu plus attention. Un enfant qui est brimé va se réfugier encore plus dans l'alimentation, puisqu'il n'y a que ça qui lui fait du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aux États-Unis, par exemple, la suppression de boissons gazeuses depuis quelques années dans les écoles, c'est pas forcément la solution. Ça, c'est pas la solution, parce que pour moi, la solution, ce n'est pas l'interdiction, c'est le comportement alimentaire, c'est le comportement qui prévaut. C'est-à-dire que il faut que les enfants aient le choix. D'accord? C'est-à-dire que si on met des bouteilles d'eau, des bouteilles d'eau gazeuse, des fruits, donc si les enfants sont éduqués très tôt à bien s'alimenter, ils ne vont pas forcément choisir le soda. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, le problème est plus vicieux que ça. C'est-à-dire que les grandes marques, je ne vais pas citer les noms, mais de boissons gazeuses et d'alimentation fast-food, financent les écoles. D'accord? Donc, à partir de là, ils vont mettre que des boissons gazeuses, ils vont entrer directement dans l'éducation des enfants et les pousser à consommer leurs propres produits. Donc, aux États-Unis, le problème est un peu plus vicieux, en tout cas, qu'en France, où, en tout cas, en France, il n'y a pas de marque qui entre dans les écoles et finance et sponsorise les écoles. Donc, c'est vraiment un grave problème aux États-Unis. Tant que les marques de produits grossissants sponsoriseront les écoles, il y aura toujours des problèmes d'obésité infantile. Mais ça, c'est un problème politique très important aux États-Unis. Ouais. Auriez-vous un dernier petit conseil pour les parents justement qui ont des enfants en surpoids ou obésité pour conclure cette interview par rapport à ce sujet? Il faut occuper les enfants, il ne faut pas que les enfants, surtout en bas âge, soient livrés à eux-mêmes et passent trop de temps devant les écrans de télévision ou d'ordinateur ou de consoles de jeux, parce qu'à ce moment-là, premièrement, ils ne sont pas actifs physiquement et ils vont forcément consommer ce qu'ils ont sous la main. Les réfrigérateurs, les placards vont être dévalisés, d'accord? Donc, il faut absolument qu'un enfant bouge. Un enfant est physiologiquement conçu, il a besoin de bouger, il a besoin d'aller courir, de grimper, de sauter, de rouler, d'inventer des jeux et de jouer avec des camarades, pas se retrouver seul face à un ordinateur. Donc ça fait partie de la construction du schéma corporel d'un enfant, d'accord? Un enfant a besoin et doit bouger. Alors bien sûr, pas forcément à l'excès, on peut l'autoriser évidemment à regarder un peu la télévision, mais tout ça doit être contrôlé. Et un enfant n'est pas fait, un enfant ne sait pas ce qui est bon pour lui. Encore une fois, ce sont aux adultes de dire à un enfant ce qui est bon pour lui. Un enfant ne le sait pas. Donc, on doit le faire bouger, l'occuper, lui faire du sport. Donc, à l'école, on sait bien qu'il y a de moins en moins de sport, donc ça c'est une grave erreur. Donc réintroduire un peu plus d'activités physiques et sportives à l'école, aussi des activités périscolaires, des associations de gymnastique, de natation, de danse et autres, mais aussi simplement que les parents passent du temps dans des activités physiques, de loisirs, aller se balader, aller faire du vélo, jouer à l'extérieur, d'accord, mais passer moins de temps à être oisif et se goinfrer de toutes sortes de cochonneries. Puis moins de temps sur Internet, devant les jeux vidéo et... Voilà, parce que d'abord les enfants sont toujours en train de manger quelque chose devant un écran, ils sont toujours tentés à grignoter. C'est pas comme ça qu'on dépense des calories, hein, tout simplement.
Voilà, donc d'une part, ils emmagasinent beaucoup trop de calories, ils n'en dépensent pas du tout, et il faut savoir qu'il y a un véritable fléau actuellement chez les enfants, c'est ce diabète de type 2, que l'on appelait avant le diabète de l'âge mûr. Donc cette appellation est complètement obsolète parce que maintenant des enfants de 5, 6, 7 ans en tout cas, développent un diabète de type 2. C'est quand même gravissime parce que là, c'est la santé des enfants, mais c'est gravissime. On ne peut pas rigoler avec ça. Ce diabète de type 2 crée des dégâts chez les enfants. D'accord ? Donc, il faut absolument s'occuper de ça et contrôler leur ingestion d'aliments hypercaloriques de sucre qui vont les faire grossir, mais très 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 facilement. Donc il y a des aliments qui sont particulièrement bons que vous conseillez pour les enfants? Alors, il y a surtout beaucoup d'aliments qui ne sont pas bons, c'est-à-dire les aliments industriels, les aliments, vous savez, les plats préparés, tout ce qui est confiserie, biscuits, qui sont des aliments à très fort pouvoir glycémique. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas en donner. Tout ce qu'on aime quand on est un enfant. Oui, voilà. Donc, un enfant a besoin de manger des bonbons, des gâteaux, mais il faut aussi contrôler c'est la quantité qui est importante et la répétition de la quantité. Si un enfant en mange trop, forcément, ça devient absolument néfaste. Donc, il faut surtout essayer de lui faire manger des fruits, des légumes. C'est pas toujours facile, mais en s'organisant, on peut le faire. Encore une fois, c'est l'éducation parentale qui prévaut. Et un enfant, s'il est livré à lui-même, qu'est-ce qu'il va manger? Il va manger un paquet de chips, un paquet de gâteaux, des chocolats. Donc, il va lui cumuler tous ces aliments grossissants. Donc, il faut absolument contrôler l'apport et encore une fois, établir des règles. D'accord ? On ne va pas prendre dans le placard à tout moment, à toute heure, parce qu'on a justement envie. Non, il y a des règles à suivre. Les enfants ont besoin de règles. C'est pas ne pas aimer un enfant que de lui donner des règles, d'accord ? C'est au contraire, c'est l'aimer et s'occuper de sa santé. On apprend aux enfants à traverser la rue pour qu'ils ne se fassent pas écraser par les voitures. On leur dit regarde le piéton, s'il est rouge, tu ne traverses pas. On lui prend la main, etc. Pour l'alimentation, c'est pareil. Il faut lui prendre la main, il faut l'éduquer et lui donner les bons repères et les règles à suivre. Et c'est vrai que des fois, on voit des parents qui disent oh bah, vas-y, t'as envie de quoi? Si l'enfant... On a l'impression que l'enfant est capable de communiquer ce que son corps a besoin, mais... Non, l'enfant ne sait pas. Mais non, et ça doit se passer tout jeune, ça, certainement. Hein. Voilà, dès le plus c'est ce jeune que je âge, disais. le parent doit dire non, c'est... On est arrivé à ce que je disais tout à l'heure, à l'époque où les enfants sont rois, où les enfants décident. Il suffit que l'enfant se roule un petit peu par terre et on lui dit bon d'accord, prends ça. Donc c'est pas à l'enfant de décider encore une fois et ce n'est pas lui rendre service que de lui céder et il ne va pas vous aimer plus parce que vous lui dites lui sans cesse. Et ça c'est même plutôt le contraire. Un enfant a besoin qu'on lui dise non. Et puis, de temps en temps, l'enfant, par derrière, c'est normal, il va aller un petit peu en dehors des règles. Un enfant est un enfant, il a besoin un petit peu de transiger un peu les règles, et c'est très bien comme ça. Par contre, encore une fois, il ne faut pas que l'exception devienne la règle. Merci beaucoup, Renaud Roussel. Je vous en prie.